Malawi, des avocats et étudiants en droit ont défilé à Lilongwe pour dénoncer les pressions du pouvoir exécutif sur la justice avant la présidentielle du 23 juin. Au même moment, Peter Mutharika a lancé sa campagne. Évariste Ndayishimiye prête serment en tant que nouveau président du Burundi dans un stade de Bujumbura, succédant ici à Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin à l'âge de 55 ans, après 15 années au pouvoir. À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé une initiative pour des élections apaisées en 2020, selon un test rendu public par son porte-parole, Justin Katina Kone. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Nous ouvrons donc cette édition par cette brève au Burundi avec le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui a prêté serment ce jeudi, succédant ici à Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans, après avoir passé 15 années au pouvoir. Et ici devant Dieu puissant, devant également le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi. Et également, la loi a déclaré le chef de l'État en prêtant serment dans un stade de Gitega, la capitale administrative du Burundi. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Des avocats et étudiants en droit ont défilé à Lilongwe pour dénoncer des pressions du pouvoir exécutif sur la justice avant la présidentielle du 23 juin prochain. Au même moment, le président Peter Mutharika a lancé une campagne nationale à l'approche du nouveau scrutin. Des avocats en robe et en perruque, des étudiants et des professeurs de droit ont manifesté mercredi dernier dans la capitale Lilongwe, à Blantyre et Zomba au sud, ou Mzuzu au nord, en brandissant des pancartes partouches au système judiciaire. Ils dénoncent la mise à la retraite forcée la semaine dernière d'Andrew Niranda, 1 an et demi avant la date officielle de son départ. Ils ont été rejoints par des milliers de citoyens. L'objectif est de protéger nos tribunaux. Nos tribunaux devrait rendre des jugements de façon libre et indépendante, sans interférence, a estimé Bernadette Malunga, organisatrice de la journée de manifestation. Le départ forcé d'Andrew Niranda est un exemple spectaculaire d'interférence du gouvernement, a réagi ce mercredi le chef de l'opposition Lazarus Chakwera lors d'un entretien à l'AFP. Nous avons vu des membres de l'exécutif qui, sur ordre du président, ont puni des juges et la décision récente de renvoyer le principal d'entre eux a été largement condamné dans le monde entier, a-t-il ajouté. Le départ forcé d'Andrew Niranda a été annoncé à quelques jours de l'élection présidentielle du 23 juin prochain. Ce scrutin sera organisé après l'annulation de celle de 2019, invalidée par la justice à la suite d'irrégularités. Alors que les avocats et autres citoyens marchaient, le président Peter Mutharika a lancé une campagne nationale à l'approche du nouveau scrutin qui se tiendra après l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de 2019. Il se présente de nouveau le 23 juin prochain. Il affrontera Lazarus Chakwera et le chef d'un petit parti, Peter Kouane. Toujours au Malawi, le principal leader de l'opposition, Lazarus Chakwera, est confiant de pouvoir remporter les prochaines élections présidentielles d'un nouveau scrutin qui a été ordonné par la Cour constitutionnelle du Malawi suite à l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de 2019. On l'écoute. Les gens veulent du changement. Ils exigent un changement et nous considèrent comme le symbole du changement. Ils nous voient comme le symbole d'un nouveau Malawi que nous pouvons tous construire ensemble et nous sommes donc extrêmement confiants. Sortez et allez voter. Le changement que vous attendiez est à portée de main. Cela dépendra de votre vote et c'est votre meilleure arme pour vraiment donner un nouveau souffle au Malawi. Nous pouvons réinitialiser le programme de développement de cette nation et construire ensemble un nouveau Malawi.
Cette fois-ci, nous sommes confiants que cette élection sera traitée avec l'intégrité qu'elle mérite, car elle exprime la volonté des Malawites. Les Malawites doivent être respectés, leurs droits doivent être respectés. La question n'est pas de savoir qui compte les votes, mais de faire en sorte que chaque vote compte. J'espère que la commission électorale prendra les dispositions nécessaires pour que les gens puissent voter, qu'il y aura des dispositifs de désinfection et des masques et qu'ils respecteront la distanciation sociale. Et je suis presque sûr que cela fait partie des préparatifs. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, le chef de file de la contestation en cours contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé à manifester contre le pouvoir demain vendredi, ceci malgré les signes d'ouverture émis par le chef de l'État. Accusant le président Ibrahim Boubacar Keïta de n'avoir pas entendu le message des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue le 5 juin dernier à Bamako, l'imam Dicko a appelé à manifester vendredi. L'appel de l'imam Dicko intervient alors que le chef de l'État a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale et laissé la porte ouverte à une dissolution du Parlement. Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé sa volonté d'apaisement. Ils ont opposé tout le peuple. C'est ça la réforme. C'est ça la gouvernance en cours. Opposer les gens, les uns contre les autres. On va aller à la soirée. Qu'il plaise à Dieu, nous nous remettons à lui, le Tout-Puissant, Maître des cieux, l'Omnipotent, que Dieu nous assiste pour le rassemblement de ce vendredi dans la paix. Que cela soit le rassemblement des rassemblements. Ce vendredi, ce rassemblement sera l'un des plus grands. Il y a 12 jours, ce mouvement qui a pris depuis le nom du 5 juin avait réclamé la démission du président dans les rues de la capitale. Figure dominante d'une coalition hétéroclite qui s'est forgée contre le chef de l'État, l'imam Dicko ne réclame pas lui-même publiquement la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est à nouveau dit prêt au dialogue avec tout le monde jusqu'à ce que les préoccupations des Maliens soient satisfaites. À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo a lancé une initiative pour des élections apaisées en 2020, selon un test rendu public par son porte-parole, Justin Katina Koné. Le président Laurent Gbagbo note que la généralisation de la violence électorale met en péril la démocratie. C'est pourquoi il lance cette initiative pour une élection sans violence en 2020, a écrit son porte-parole Katina Koné dans un test transmis à l'AFP. Selon ce test, Laurent Gbagbo a demandé à son parti, le Front populaire ivoirien, et à ses alliés de porter cette initiative afin d'entreprendre en amont toutes les démarches nécessaires en direction des acteurs politiques, des leaders d'opinion de la société civile et religieuse, ainsi que des représentations diplomatiques présentes dans notre pays à l'effet de travailler à la pacification. Gbagbo a mandaté Massani Bamba, vice-présidente du parti, ancienne députée de Port-Boué, pour constituer une équipe de personnes venant des grandes régions du pays et, si possible, de toutes les sensibilités politiques pour porter ce message de paix partout en Côte d'Ivoire. Selon le test, nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures, a préconisé Gbagbo. Acquitté en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité, Gbagbo doit toutefois encore attendre un éventuel appel de la procureure Fatou Bensouda. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait 3000 morts, la présidentielle d'octobre prochain s'annonce tendue. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. En République démocratique du Congo, la famille du juge Yadi a rejeté les résultats des autopsies. Le ministre congolais de la Justice avait pourtant annoncé que le juge est décédé d'un traumatisme crânien.
La famille du juge Raphaël Nyanyi s'est exprimée sur le rapport d'autopsie rendu public par le ministère de la Justice. Pour elle, la vérité n'est pas encore dite au sujet de la disparition du magistrat qui présidait le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais poursuivi pour détournement de fonds. Dans un premier temps, les membres de la famille du juge Nyanyi ont déploré le fait d'avoir été informés comme tout le monde, c'est-à-dire à travers les médias, alors qu'ils s'étaient préalablement entendus avec les autorités pour avoir la primeur de l'information relative aux résultats de l'autopsie. Surtout que l'initiative de la demande d'exécution de la dite autopsie a été prise dès le départ par eux qui avaient saisi le parquet à cet effet et formalisé la demande. Ensuite, il rejette d'emblée la thèse du décès à la suite d'un traumatisme crânien. La famille explique que le juge était toujours accompagné d'un chauffeur et d'un garde du corps, rendant cette thèse soutenue par les autorités peu crédible. Selon Patrick Chomba, le frère de la victime, la piste d'un empoisonnement n'est pas à écarter. Le juge, quand il est mort, immédiatement son ventre était ballonné exagérément. La pigmentation de sa peau avait changé avant sa mort. Le juge avait vomi du sang quand il était rentré de son bureau. La famille réclame donc une contre-expertise dans un laboratoire à l'étranger. Le ministre de la Justice, quant à lui, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour meurtre afin d'élucider les circonstances de la mort du magistrat. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Stika.